Bonjour à tous, je m'appelle Suzy Bouchard. Bienvenue à l'émission La sagesse qui sauve. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important et qui est même tabou. Nous allons parler de l'urgence suicidaire. Je suis accompagnée d'une collègue de travail et amie. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, mon nom est Marie-Ève Thivierge. J'enseigne en formation professionnelle et je suis infirmière depuis 20 ans. Aujourd'hui, le but de notre rendez-vous, c'est vraiment de démystifier la santé mentale, briser les tabous et diminuer la stigmatisation envers les gens ayant des problèmes de santé mentale. En même temps, on va en profiter pour vous donner quelques trucs pour maintenir une bonne santé mentale. Regardez autour de vous quels sont les facteurs qui vous protègent d'un problème de santé mentale et ceux qui pourraient vous mettre à risque afin de les travailler et pallier à ces enjeux-là. Donc, commençons comme ça. Moi, je vais parler de ce qui est général, en fait, pour tous les êtres humains. Puis, Suzy va parler plus de ce qui est les enjeux de la clientèle immigrante. Oui. OK? Donc, on va commencer dans le positif. Parlons des facteurs de protection. Des facteurs de protection. Parce que c'est sûr que chaque personne, individuellement, on va faire face différemment à l'adversité. Il y a des facteurs de protection. Par exemple, si on a eu un membre de notre famille, si notre réseau autour de nous, ce sont des gens qui sont positifs, si on a tendance à voir la vie, il y a une expression qui dit « voir le verre à moitié plein », c'est-à-dire d'être quelqu'un d'optimiste, ça peut être un facteur de protection envers l'urgence suicidaire pour les problèmes de santé mentale. Là, on a parlé du réseau de soutien, de l'attitude. Le sommeil. Quand je dors des nuits complètes, je me sens mieux quand je me réveille le matin. J'ai plus d'énergie. Mon système nerveux est plus capable de faire face aux enjeux de la journée. Ensuite de ça, d'être capable de s'alimenter. Pas juste de bien se nourrir, mais d'avoir les moyens financiers pour se nourrir. Ensuite de ça, le sport, le fait de bouger chaque jour, le fait aussi que ma santé physique va bien. Quand j'ai une maladie chronique, ça l'augmente les risques, en fait. Absolument. Puis, une bonne gestion du stress. Oui. Donc, si jamais vous voulez avoir des références en lien avec ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a le gouvernement du Canada, puis il y a les déterminants de la santé. Un déterminant de la santé, ce sont des facteurs comme ça qui peuvent protéger la personne ou nuire, dépendamment de quel côté est-ce qu'on va le vivre. Par exemple, si quelqu'un est une personne qui, déjà, de nature, va faire du sport, bien, c'est déjà un facteur qui va protéger au moment d'avoir de l'adversité. Dans les facteurs de protection aussi, c'est sûr qu'il y a tout le réseau de la personne que je veux vraiment qu'on mette l'emphase là-dessus, parce que chez le nouvel arrivant, bien, c'est sûr que le réseau de soutien, il peut être faible. Un réseau de soutien faible, on va voir apparaître tranquillement, on pourrait voir apparaître l'Église, qui va être un support à la personne, puis quelqu'un qui a un réseau de soutien faible, on pourrait voir apparaître aussi, par exemple, le concierge d'un immeuble. C'est pour ça que le gouvernement et tout ce qui est au niveau de la santé, on va mettre en place différents organismes pour pallier à ce manque de support-là. Tantôt, Marie-Ève, toi, tu nous parlais de l'importance de l'alimentation. Mais on le sait que l'épicerie, ça coûte cher, manger selon le guide alimentaire canadien. Si vous faites des recherches aussi, vous allez voir qu'il y a des guides alimentaires qui sont adaptés selon notre culture. Le but, je vais vous dire, c'est de manger varié. Il faut voir beaucoup de couleurs dans notre assiette. Et puis, ce sont des petits trucs comme ça qui vont nous aider à manger sainement. Sinon, il va y avoir des organismes là, qui vont être mis en place. Par exemple, de l'aide alimentaire qui peut être mis en place. Des fois, il y a des programmes aussi comme Holo. Holo, c'est œufs, lait, orange, qui va être permis, qui va être proposé à une femme enceinte qui peut-être a un revenu qui est un peu plus faible pour s'assurer que ce facteur-là soit positif. Donc, voilà. Parce qu'on sait bien sûr que la bonne santé mentale, ça part à l'intérieur du ventre de notre mère. Parce qu'une femme qui s'alimente
moins bien, qui n'a pas les sous pour bien s'alimenter, mais le système nerveux du bébé ne se développera pas comme il faut. Ça, c'est un facteur de risque. Ça met à risque d'avoir un problème de santé mentale. Un traumatisme, un accident, un stress épouvantable enceinte, ça nous met déjà à risque. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on voulait parler du facteur de protection. Une autre chose, il y a le facteur de protection, mais il y a aussi des facteurs de vulnérabilité qu'on appelle. Le réseau de soutien. Bien, le réseau de soutien, il doit être positif. Mais c'est sûr que si on lit un peu qu'est-ce qu'ils se disent dans les statistiques, il faut faire attention parce qu'une statistique, bien, c'est des chiffres. Hein? Puis nous, bien, on parle à un humain, mais ça peut quand même nous donner des petites références. Au niveau des statistiques, bien, c'est sûr qu'ils disent que le réseau de soutien est vraiment important, mais il arrive parfois que chez notre clientèle issue de l'immigration, le réseau est faible parce que bien, c'est un nouvel arrivant. J'ai déjà dit que pour moi, un nouvel arrivant, c'est moins de 5 ans. Puis, tout est à construire. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand on envoie un nouvel arrivant, par exemple, en région, parce que c'est vrai qu'on a des besoins en région, mais le problème, c'est qu'elle peut être plus isolée de sa communauté. Ça peut être un facteur de vulnérabilité qui peut augmenter les risques de problèmes de santé mentale. Aussi, par rapport au réseau, on le sait aussi qu'on appelle ça la diaspora. Hein? C'est les gens qui sont un peu partout, établis un peu partout à travers le monde, qui fait en sorte qu'il peut y avoir des pressions qui vont se faire auprès de la personne immigrante en disant « Bien là, toi, maintenant, tu es rendu au Canada. Le Canada, c'est un pays riche. Alors là, donne-moi les sous, aide-moi. Il y a mon frère au pays. Mais la semaine d'après, il y a ton petit cousin, il y a la voisine. Et puis, la famille peut être très, très grande. Puis ça, nous sommes conscients que ça peut engendrer des pressions pour le nouvel arrivant qui doit répondre aussi aux besoins de la famille au pays. Aussi, il faut retenir qu'il y a différents types d'immigration. Puis aussi, bien, il y a différents pays. Donc, chaque immigrant a aussi son profil. Donc, on considère que la personne immigrante réfugiée, on pense qu'elle est un petit peu plus à risque d'avoir des problèmes de santé mentale de par le fait qu'elle a vécu peut-être des agressions, des grands stress, des événements qui sont très, très graves, très, très importants, qui peuvent faire en sorte que ça a un impact sur sa santé mentale, des grands traumatismes. J'ai des choses que je voulais dire sur la pression que les gens ressentent. Puis ça, c'est important de le dire. Puis je trouve ça important de le redire même parce que je vois tellement de nos élèves qui travaillent, ils sont à l'école à temps complet de jour, ils travaillent de nuit, puis ils n'arrivent pas à payer leur loyer ou faire l'épicerie parce qu'ils envoient l'argent pour leur famille rester au pays. Puis ça, c'est la priorité. Donc, parfois, nous, on va les aider pour s'alimenter et alimenter leur famille. Là. Fait que cette pression-là, elle est importante et ce n'est pas rien. Puis on peut comprendre que du point de vue des gens qui sont restés au pays, c'est sûr qu'eux autres, ils se disent, enfin, moi, mon enfant, mon frère, ma soeur, elle a enfin la chance de vivre dans un pays où il y a des bonnes conditions, où il y a de l'argent, mais ils ne comprennent pas le coût de la vie non plus, parce qu'un dollar canadien, là-bas, ça vaut de l'argent, mais ici, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, c'est ça, parce que sans aller trop dans le domaine politique, c'est sûr que le Canada, les gens, on est très, très, très endettés. Le coût de la vie est très, très dispendieux. Puis ça, bien, il faut le considérer. Une autre chose que je veux dire en lien avec le nouvel arrivant, c'est aussi, des fois, il peut y avoir des sentiments de culpabilité. Ah oui, énormément, énormément. De culpabilité du genre, ben moi, là, j'ai eu mon billet, j'ai eu mon papier comme quoi que je peux quitter, puis je peux m'en aller. Puis on m'a dit que je m'en allais au Canada, puis de dire, je m'en viens seule, je laisse mes enfants à ma mère. Il peut avoir vraiment des sentiments là, de culpabilité immense, puis ajouter aussi à l'adaptation qu'on doit avoir, c'est majeur. Oui, puis il y a la culpabilité pour la famille proche qui est importante, puis quand quelqu'un est malade là-bas, quand il y a un décès là-bas, la détresse qu'on ressent de ne pas pouvoir être là, c'est épouvantable. Mais il y a aussi la pression de toute la société. Moi, j'ai une amie qui m'a confié un jour
qu'elle était contente. Elle dit que ses enfants, ils disaient que le Québec, c'était le plus beau pays du monde. Mais c'est pour leurs enfants qui viennent ici, la majorité. Puis elle disait que la nuit, elle se réveillait parce qu'elle avait de la peine pour tous ceux qu'elle n'avait pas pu emmener. Parce que le fait qu'elle avait un bon métier dans son pays a fait qu'elle a pu venir ici. Mais elle avait ce sentiment-là de culpabilité pour tous les gens qui étaient restés là-bas. Oui, c'est vrai ça, Marie-Ève, ce que tu me dis. Tantôt, j'ai parlé des immigrants réfugiés. On dit que les immigrants, regroupement familial, c'est un facteur de protection. Bien, regroupement familial, bien, en fait, c'est que la personne, elle est déjà parrainée par un membre de la famille. Donc, on sait déjà qu'ils ont un soutien derrière qui peut se faire. Toutefois, il faut faire attention aussi parce que quand on est nouvelle arrivant, on a tellement de choses à apprendre qu'à un moment donné, la personne qui est responsable, elle ne va pas nécessairement répondre à tous les besoins. Donc, ça pourrait arriver qu'elle se retrouve un peu seule. Donc, ça, ce sont des dilemmes là, qu'on va voir apparaître. Oui, puis le regroupement familial peut être autant un facteur de protection qu'un facteur de vulnérabilité parce que si la santé mentale n'existe pas, par exemple, dans ce regroupement familial-là, bien, j'aurais pas le soutien recherché. Là, exact. Parce qu'il n'y a pas cette ouverture-là. Puis ça, c'est vrai dans toutes les cultures. Là. Moi, j'ai d'une famille québécoise où c'est bien, bien fermé, ce tiroir-là. Là. Il n'y en a pas de soutien. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas les outils, ils ne sont pas informés. Puis c'est un peu ce qu'on essaie de viser aujourd'hui, de vous informer. Oui. Puis le dernier point que j'aurais envie de dire par rapport aux nouveaux arrivants, c'est aussi les immigrants économiques. Les immigrants économiques, c'est une classe d'immigration qui ont été vraiment comme sélectionnés par le Canada au pays. Là, je vais parler des pays d'Amérique latine, Amérique du Sud, Amérique centrale. Ce sont beaucoup des gens qui ont été sélectionnés et puis qu'au pays, ils étaient procureurs de la couronne. Au pays, ils étaient pour les droits humains. Au pays, ils se réalisaient. Et puis... ils arrivent ici au Canada et finalement, c'est la désillusion parce qu'on se rend compte que finalement, le diplôme n'est pas reconnu. Alors, il y a vraiment, là, au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi, qui vraiment, ça va être très, très choquant pour eux. Puis ça peut demander énormément d'adaptation. Il faut comprendre aussi qu'au niveau de l'immigration, ça peut prendre jusqu'à 4 générations pour vraiment trouver son état d'équilibre puis vraiment trouver son état de bien-être. Donc, 4 générations, ça veut dire que le nouvel arrivant qui arrive au pays, c'est la première génération. La deuxième génération, c'est son enfant. Troisième génération, c'est le petit enfant. Donc, le 4e génération, ça peut vraiment s'étendre très, très loin. Il faut être vraiment conscient de ça. Au Québec, il y a eu des grands drames parce que... la jeune fille, elle est au secondaire, elle est dans un univers québécois, mais quand on est à la maison, bien là, on fonctionne à la congolaise ou avec peu importe le pays, on fonctionne avec nos référents culturels. Puis ça peut engendrer vraiment de la dualité des valeurs qu'il faut être conscient, parce que même si que tu es né au pays, mais ça peut s'étendre sur plusieurs générations, l'espèce de sentiment d'adaptation. Oui, puis de où l'importance pour le peuple d'accueil, comme le peuple qui arrive, qui est chez lui aussi, là, mais d'ouvrir la porte, de s'intéresser à l'autre, puis d'aller vers l'autre. Parce que si la personne, elle se sent incluse, si elle a son réseau social, mais elle a un voisin québécois, un autre latino, un autre, bien, on va aller s'offrir une vraie unité ensemble. Unité, oui. Puis c'est pour ça aussi qu'on considère que l'école, c'est un facteur de protection, parce que la mission de l'école, c'est pas juste d'instruire, mais il y a une mission aussi de socialisation, parce qu'on peut offrir les professeurs et ainsi que tous les membres de l'équipe école un filet de sécurité aux élèves. Quand est-ce que je peux m'inquiéter pour la personne que j'aime? Qu'est-ce qui fait que je pourrais voir qu'elle va moins bien? Là, tout d'abord, il faut le dire, là, les proches, c'est ceux qui voient le moins bien. Oui. On est là, on est à côté de l'autre, mais on veut tellement pas que ça l'arrive et on l'aime tellement qu'on se dit toujours
dans quelques jours, ça va aller mieux. Oui. Ça va remonter. Mais des symptômes de tristesse, de dépression, on devrait consulter après 2 semaines. Par expérience, je vous le dis, il n'y a personne qui consulte après 2 semaines. On attend des mois, on attend des années. Donc, il faut consulter bien avant de ne plus avoir le goût de vivre. Oui. Puis aussi, personne n'est à l'abri des problèmes de santé mentale avec tout ce qui arrive dans le monde. On peut vivre de l'éco-anxiété. Absolument. Je pourrais nommer plein là, de situations qui font en sorte qu'on peut manifester des signes de détresse. Je vais vous en nommer quelques-uns. Si jamais vous vous rendez compte que votre appétit a changé, vous mangez plus ou vous mangez moins, mais vous vous rendez compte que vraiment, je ne mange pas comme d'habitude, j'ai pas d'appétit, j'ai mal au cœur, j'ai des nausées. Quand je parle j'ai mal au cœur, je parle pas de douleur cardiaque, Non. mais je parle vraiment de j'ai des nausées, j'ai une aversion envers la nourriture, puis ce que j'aime d'habitude, ça rentre moins bien. Ça devrait être un petit signal d'alerte. Le deuxième, on dit le sommeil. Si le sommeil n'est pas récupérateur, vous dormez, mais le lendemain, vous êtes encore fatigué, comme si vous n'avez pas dormi. Vous faites des cauchemars, vous vous réveillez la nuit, vous dormez plus ou vous dormez moins, mais vraiment la modification du sommeil, c'est un autre signe à remarquer. Le troisième, c'est vraiment ses intérêts. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui aimait aller chanter à la chorale, et puis, depuis quelque temps, depuis 2 semaines ou plus, vous faites « j'ai plus envie, ça ne m'intéresse plus », bien, ça, c'est un autre signe que ça ne veut pas dire qu'on est dans l'urgence suicidaire, mais ça veut dire que ça serait le temps d'aller voir des amis, de prendre soin de soi, de s'arrêter un moment, puis peut-être d'aller demander de l'aide. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas besoin de médicaments, j'ai pas besoin d'hospitalisation. Parfois, j'ai juste besoin, parce que quand on dit on va aller chercher de l'aide ou on va voir un psychologue, un thérapeute, c'est pas parce qu'on a un problème de santé mentale qu'on va voir ça. C'est parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous écoute et qui ne connaît pas notre entourage, qui n'est pas biaisé, qui dit pas « oui, mais ton conjoint, ma petite fille, là, c'est un bon gars, je le connais, puis je te trouve un peu difficile. » Non, à juste te dire, vous avez le droit de vous sentir comme ça. C'est normal d'avoir de la peine. Moi, si j'avais votre charge, j'en aurais de la peine. Je me sentirais stressée. Quelqu'un pour m'aider à reconnaître et à nommer mes émotions parce que je suis tout mêlée. Puis comme être humain, là, on a vraiment besoin de ça. Tout le monde. Et avec le nouveau programme là, québécois, le 988, pour quand j'ai besoin d'aide en santé mentale, il va y avoir 8 séances de psychothérapie de payer par Santé Québec, par la RAMQ, en fait. Là. Donc, allez-y. Oui, c'est ça. Puis, des fois, c'est juste de se faire confirmer ou de se faire infirmer, de se faire dire « oui, tu as bien fait » ou « ah non, peut-être, ils peuvent vous donner des pistes de solutions. » J'ai des gens issus de l'immigration qu'eux vont dire « ouais, mais est-ce qu'ils vont faire des plaintes à la DPJ? Est-ce qu'ils vont le dire au gouvernement? Ou à qui ils vont le dire que j'ai été consulté? » Donc, ce sont des services qui sont confidentiels. Donc, de ne pas se gêner à aller chercher ces ressources-là. Elles sont là et puis nous allons vous rendre disponible une liste de ressources possibles pour vous accompagner, autant aussi chez vos jeunes. Par exemple, comme tel jeune, il y a aussi des ressources spécialisées pour les adolescents parce qu'on sait que les tranches d'âge, les 15 ans, les 15-34 ans chez les jeunes immigrants, ce sont des tranches d'âge qui sont un peu à surveiller. Et aussi, chez l'homme de 35 ans et plus, donc on dit 35 à 54 ans, c'est une tranche d'âge à surveiller aussi. Moi, je suis sentinelle pour le Centre de prévention du suicide de Québec depuis, mon Dieu, presque 15 ans que je fais ça. Et puis, en fait, le sentinelle, c'est quoi? C'est qu'ils mettent des services de première ligne. Donc, ils mettent des petits intervenants un petit peu partout, dans les écoles, dans les entreprises,
pour s'assurer que si on remarque quelqu'un qui démontre des signes de détresse, mais on peut avoir quelqu'un rapidement à s'y référer. Donc, le Centre de prévention du suicide de Québec nous disait, puis j'ai envie vraiment de vous le partager parce que c'est quelque chose de vraiment important, chez l'homme, un homme qui vous dit « ça ne va pas », il faut le prendre au premier degré. Immédiatement, il faut intervenir. De ne pas attendre qu'ils viennent vers vous. Si vous remarquez que l'homme, la façon qu'il va démontrer un peu plus les situations de dépression, chez la femme, nous, on est plus comme pleurer, on est déprimé, on est découragé, on est fatigué. On peut être irritable. Puis ça, le point fatigue, c'est important. Parce que même si vous dormez beaucoup, vous vous réveillez, vous êtes crevé. C'est comme si vous n'avez pas dormi pendant une semaine. Fait que vous dormiez pas, c'est la sensation de pesanteur. Des fois, on peut devenir très irritable. Ouais. Fait que ça, c'est des signes vraiment de symptômes dépressifs. On n'est pas encore dans l'urgence suicidaire. Mais là, on va se rendre. Fait que je vais en nommer des signes parce que je veux que tu continues avec ton homme. Là. Ah, OK. OK? Je ne veux pas l'oublier. Oui. Parce qu'il y a des signes qu'on va voir qui vont nous donner des indices que la personne veut mourir. Mais des fois, c'est des tellement petits signes qu'on s'en aperçoit juste une fois que le décès est fait, puis qu'ensemble, tous ensemble, on se dit « OK, moi, j'ai reçu un petit morceau de casse-tête gros comme ça, puis toi, tu as reçu quelque chose, tu n'as reçu rien, puis là, finalement, oui, il y en avait des signes, mais c'était tellement minime qu'on ne les a pas vus. » Comme Suzy l'a bien mentionné, chez les femmes, souvent, ça va sortir. J'en peux plus. Je vais me mettre à pleurer partout. Je vais me choquer. Ça va être... Bien, pas toutes les femmes, parce qu'on a toutes le yin et le yang. Là. Fait qu'on s'exprime toutes à sa manière. Mais les femmes vont avoir tendance à parler plus. C'est pour ça qu'ils disent que le taux de problèmes de santé mentale est plus élevé chez la femme. Bien, dans les statistiques, parce qu'elle a demandé de l'aide. Fait qu'elle l'a dit. On ne sait pas s'il y a... Tu sais, il y a probablement autant d'hommes, mais c'est caché, puisqu'ils disent que pour 2 femmes qui consultent, il y a un homme. Alors là, je te laisse la parole, Suzy. Vas-y avec l'homme, comment il s'exprime. Bien, chez l'homme, en fait, comment on va remarquer des problèmes de santé mentale, c'est plus vraiment de l'irritabilité et être plus colérique. C'est vraiment ça où est-ce qu'on va remarquer, dire, c'était pas quelqu'un qui se fâchait nécessairement très rapidement, mais quelqu'un qui va se fâcher plus vite, ça pourrait être un signe. Le point, Marie-Ève, que tu nous dis, là, où est-ce que la femme, on va avoir tendance à consulter, on va aller verbaliser, on va en parler un petit peu plus avec nos amis, un peu plus avec notre réseau. C'est sûr que ça va dépendre, parce qu'il y a notre ego aussi, là, tu sais. Moi, de dire ah, j'ai besoin d'aide, je pense que ça va pas, bien, ça demande quand même une certaine humilité. Il y a des gens aussi qui peuvent même se juger d'avoir une sensation comme ça, d'avoir des idées de dépression. Donc, ce qui nous suggère, c'est qu'il faut être proactif. Ce que ça veut dire, c'est que si vous remarquez un homme, je dis l'homme, mais ça peut être une femme aussi, vous rencontrez quelqu'un qui, son sommeil, son appétit, les intérêts, elle pleure plus, elle pleure moins, plus colérique, plus irritable, gênez-vous pas de lui demander directement, est-ce que tu as le goût de mourir? Est-ce que tu veux t'enlever la vie? Est-ce que tu as envie de te suicider? Mais de le dire directement. De ne pas passer par 4 chemins et de dire, est-ce que peut-être que tu as des idées noires? C'est trop abstrait. Nous, on veut la réponse claire. À partir du moment où la personne... Puis il est possible que la personne elle fasse « Enfin, il y a quelqu'un qui me pose la question. » Parce que c'est vrai que le monde réponde oui. Oui, puis c'est important de dire les vrais mots. Suicide, envie de mourir. As-tu des idées, tu sais, comment t'enlever la vie? Ça ne nous incitera pas à se donner la mort. C'est juste que quelqu'un qui va avoir ces idées-là, il est toujours sur une corde, comme un funambule. Donc, c'est jamais sûr qu'il va le faire. Mais si il donne des signes, au fond, c'est qu'il nous demande inconsciemment de l'aide. Exact. Puis si la réponse est non, ben voyons, tant mieux. Oui, c'est ça. Faire attention, toutefois, dans la façon à laquelle on va poser la question. Parce que si je dis, hey, là,
t'es pas en train de me dire que tu as des idées suicidaires, là. Donc là, je suis en train de dire, je veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. C'est ça, je suis pas prête à te recevoir. Là, c'est parce que... Puis ça, parfois, c'est inconscient, là, parce que nous autres aussi, on se défend. Quand c'est quelqu'un qu'on aime, notre enfant, par exemple, qui nous dit ça, imaginez-vous comment on veut pas l'entendre. Puis souvent, là, les parents, on ne le voit pas du tout. Et c'est normal, c'est notre cerveau qui nous protège parce que ça fait trop mal. J'aurais envie aussi d'ajouter que, parce qu'à chaque fois que j'aborde un peu ce sujet-là avec mes élèves, il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Oui, mais madame, ça ne serait pas de la manipulation par hasard? Est-ce qu'elle le dit, il le dit, mais elle ne le fera pas? » Alors moi, j'ai envie de répondre à ça en disant « C'est un énoncé qui est tellement majeur. Alors qu'elle le fasse, ou qu'elle passe à l'acte ou non, ça reste qu'on doit prendre en charge cette personne-là. Elle démontre un signe, en fait, de détresse. Puis peut-être que ça sera de la psychothérapie, peut-être que ça sera des rencontres de groupe, mais du moins, il faut vraiment la diriger vers... des ressources. Parce qu'en fait, ce qu'elle nous dit, c'est « je souffre, j'ai mal, je n'en peux plus ». Fait qu'elle passe ou non à l'acte, il y a une souffrance importante. Fait qu'on ne peut pas banaliser ça. Oui. Puis parfois, on a peur, si j'appelle les services, si j'appelle l'ambulance, si je l'amène à l'hôpital, elle va m'en vouloir, elle ne me parlera plus jamais. Peut-être qu'elle va vous en vouloir un petit bout. Elle va revenir. Des fois, ça prend des mois, ça prend des années, mais sachez qu'elle va revenir. Et savez-vous quoi? Même si elle ne reviendrait jamais, elle est vivante. Oui, puis cette personne-là, c'est vrai, Marie-Ève. Puis cette personne-là, elle va cheminer aussi parce qu'elle est en détresse. Tantôt, Marie-Ève, tu me parlais du morceau de casse-tête. Oui. J'aimerais ça revenir sur ce point-là parce que c'est vraiment important. C'est vrai que la personne qui est en urgence suicidaire ne va pas nécessairement dire « Attention, tout le monde, aujourd'hui, je vais m'enlever la vie ce soir ». C'est pas nécessairement parfois, comme il y en ça. a qui le font sur les réseaux sociaux, puis c'est important. Quand vous voyez ça, là, faites pas juste cliquer solidarité, ton pouce en l'air, là. Essaye de le trouver, mais il n'y a rien de pire que ça, là, parce que parfois, il y a des étudiants qui le font. Fait que là, nous autres, on essaye de tout le monde, les étudiants, sa famille, on appelle comme des fous, puis on ne le trouve pas. Finalement, il était juste aller à l'urgence tout seul. Alors, la pièce de casse-tête, ça, c'est intéressant parce que il y a des fois, quand j'ai eu ma formation dernièrement, mes dernières mises à jour, il y a un homme qui a donné une pièce de casse-tête à sa femme. Et puis un matin, il a dit « Bonne journée, mon amour ». Puis il a donné un petit bec. Mais la femme, elle a dit « Hey, ça fait des années qu'il ne me donne pas de petit bec. » Avant de partir travailler. La pièce de casse-tête, c'était ça. Minime, là, j'en conviens. C'était vraiment minime. Mais c'est souvent minime. Mais elle a vraiment fait comme... Attends, je trouve ça étrange. Et puis, c'était ça. Le monsieur est en urgence suicidaire et puis a été pris en charge. Sachez que le Centre de prévention du suicide de Québec offre de la prévention, donc un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, mais ils offrent aussi... parce qu'il arrive que le suicide est complété. On dit plus ça, hein? Il a réussi ou il s'est manqué. Ah, mon Dieu. Non. Non. On dit plus ça. Non, puis il faut voir aussi, là, parce que le suicide aussi, il y en a qui disent « Ah, c'était un lâche. Il était pas fait pour affronter la vie, là, il s'est tué. » Là, il y en a d'autres qui vont dire « Ah, ben, il est courageux. Il a fait le bon geste. Il a pris la décision par lui-même. » C'est pas du courage ou de la lâcheté. C'est de la souffrance. Il se passe quelque chose de biologique au niveau du cerveau. Les hormones, là, si on passe un IRM, là, sont pas normales. Les neurotransmetteurs, il en manque ou sont pas aux bonnes places. Fait qu'au niveau, parce que ça, on pense souvent que c'est un signe de force. Hein? Moi, j'ai pas de problème de santé mentale, je suis fort. Pas en tout, c'est juste que ton cerveau fonctionne bien. Mm-hmm. Donc, ici, ben, ce que je disais, en fait, c'est qu'au niveau de la pièce de casse-tête... Oui. Au niveau de la pièce de casse-tête, c'est que cet homme-là avait donné un morceau de casse-tête. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que il est possible que Marie-Ève a reçu un morceau à un moment donné cet avant-midi par l'élève. Moi, je reçois un autre morceau plus tard. La conjointe reçoit un petit bec le matin. Mais on n'est pas capable
de voir, mais quelle est l'image? Puis c'est finalement, c'était une urgence suicidaire, donc c'était l'acte suicidaire. Une fois que le suicide a été complété, qu'on se rend compte que, oh, OK, regarde, moi, il m'avait dit ça, toi, il t'avait dit ça, moi, il m'avait donné... des fois, il y a des dons d'objets significatifs. Regarde, Marie-Ève, tu l'as toujours trouvée belle, ma bague, hein? Oui. Bien, je t'adonne. Puis ça, c'est une bague là, que Suzy, elle a reçue de sa grand-mère, qu'elle a toujours sur elle. C'est un objet important. C'est ça qu'on veut dire par significatif. C'est pas un petit bracelet que j'ai acheté au Dollarama à côté. C'est un objet que j'ai depuis des années sur moi. Oui. Donc, il y a des signes comme ça, comme le don d'objets significatifs, des pensées, des phrases aussi du genre « je vais partir en voyage ». Est-ce qu'il y a une fête au pays? Est-ce qu'il y a un mariage? Ça peut être des phrases aussi « Ah, vous allez voir, vous allez être en paix de moi, là. Hein, je ne serai plus un problème. Bientôt, je ne serai plus un fardeau pour vous autres. » Puis ça, c'est significatif parce que souvent, là, en dépression, on se sent coupable. Puis on se sent tellement coupable qu'on pense que, en fait, c'est un cadeau qu'on fait à nos proches. Jamais qu'on pense qu'ils vont vivre de la culpabilité, qu'ils vont s'en vouloir, qu'ils vont avoir un chagrin immense parce qu'on ne s'aime plus soi-même. Fait que quand on ne s'aime plus, comment voulez-vous penser que les autres vous aiment? Et parfois, ça devient tellement misérable, pathologique au niveau du cerveau, ça revient toujours qu'on vient même à se dire « Le monde est tellement terrible, comment puis-je laisser mes enfants dans ce monde-là? » Et là, ben là, ça se donne des drames familiaux. Mais il n'y a pas nécessairement de méchanceté, là, c'est vraiment une maladie. Parce que c'est la seule maladie que je peux choisir ou non de me faire traiter. Quand j'ai une fracture ouverte et que j'ai mon os qui sort ici, là, le médecin ou les gens qui me ramassent sur le trottoir ne me demanderaient pas « Madame Tivierge, voulez-vous ou non qu'on vous traite? » Que je peux avoir un beau sourire, une belle façon... Et jamais personne ne va savoir à quel point la souffrance est grande à l'intérieur de moi. Chaque petit morceau est important. Il ne faut pas hésiter à aborder le sujet. Oui. Donc, voilà. Donc, on va faire attention, juste pour faire un retour, faire attention à nos phrases, à la façon à laquelle on va poser la question à la personne. Il faut y aller directement. Après ça aussi, on va parler d'actes complétés ou non complété, plutôt que de succès, échec, ou OK? Acte complété, non complété. Après ça, retenez qu'il faut y aller de façon proactive. Donc, il ne faut pas attendre que la personne elle vienne vers nous, mais plutôt nous d'aller vers la personne. Puis je pense que vous avez quelques pistes de solutions là, pour accompagner la personne en urgence suicidaire. N'oubliez pas le numéro de téléphone 988. C'est vrai que c'est ouvert à tout le monde. Oui. Briser les tabous en lien avec la santé mentale, ça s'applique à toute la population. Il y a beaucoup d'initiatives qui vont se faire aussi, moi que je connais dans la ville de Québec, pour favoriser les rapprochements interculturels. Je voulais les nommer parce qu'il y a vraiment des organisations qui vont faire des événements tels que le livre vivant, où est-ce que c'est des gens qui ont vécu des problèmes de santé mentale et qui acceptent de le partager vraiment aux gens, parce que ça pourrait arriver que si j'ai pas fréquenté une personne atteinte de schizophrénie ou bien, ces gens-là, ils acceptent vraiment de venir raconter leur histoire. Ça, ce sont vraiment des initiatives que je voulais souligner. Il y a beaucoup d'organismes aussi pour accompagner, comme l'Association québécoise en prévention du suicide. Mais le secret, c'est vraiment sortez, rencontrez des gens. Faites-vous un réseau qui est solide, un réseau qui est positif, mais ne restez pas avec votre problème parce que l'urgence suicidaire, en fait, c'est quoi? C'est que j'ai une solution qui est irréversible à un problème qui pourrait être réversible. Donc, il ne faut pas oublier ça. Puis, même si en dedans de nous, on pense qu'on ne pourra jamais s'en sortir puis jamais plus être heureux, je vous garantis que même si ça prend du temps, vous allez être mieux. Fait que n'hésitez jamais à demander de l'aide. Puis découragez-vous pas si une personne ne vous entend pas. Allez vers quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'organismes sur Internet où on peut écrire. Oui. Fait que ça permet, quand on ne peut pas parler, d'écrire.
Ça permet d'avoir une réponse Oui. aussi. Bon, fait qu'on va vous quitter là-dessus, je Oui. crois. Oui. Fait que merci d'avoir été avec nous. Espérons que cela va vous aider à prendre bien soin de vous, prendre bien soin de vos proches. Et vous êtes important. Bye.